Bonjour, écoutez, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir et de vous présenter Vincent Bessières, hein, qui a été à mes côtés pour composer, peut-être composer le sens et l'âme de l'expo Corps et âme que vous avez, j'imagine, tous vue, ou peut-être vous aurez envie de la revoir après la conférence de Vincent. Vincent Bessières est le nouveau directeur du festival de jazz Jazz d'Or, donc à Strasbourg. Il est journaliste, critique, historien du jazz, commissaire d'expo indépendante. Vous avez certainement vu, par exemple, son exposition Miles Davis à la Philharmonie, ou encore plus récemment l'exposition Basquiat et la musique. Donc, il a une très très grande connaissance de la musique, tout particulièrement du jazz, de la musique afro-américaine. Et je dirais, avec aussi ce travail de commissariat, une très grande sensibilité dans l'articulation entre ce qui relève du domaine de la musique et ce qui relève du domaine des arts plastiques, en sachant que dans l'exposition Corps et âme, il y a tellement de résonance qu'il fallait, en plus de la fantastique playlist de 2 heures que vous pouvez écouter dans les espaces du musée ou télécharger sur votre iPhone ou téléphone, smartphone, on s'était dit qu'il fallait absolument, Vincent, que tu nous en dises plus. Et il n'y a pas de meilleur jour que la fête de la musique pour se sentir connecté à l'importance de ce langage, de cette musique qui a été un ferment essentiel aussi, qui a irrigué, fertilisé l'imaginaire et la création de beaucoup d'artistes de l'exposition. En attendant les quelques retardataires, il y a beaucoup de monde qui tente de rentrer en même temps à la bourse de commerce. Vous avez vu peut-être que Love is a Message de Arthur Jaffa a laissé la place dans la rotonde à l'installation sonore de Céleste Boursier-Mougenot. Mais pour ceux qui aimeraient revoir Love is a Message, il est aussi présenté dans le studio et c'est une œuvre tellement emblématique que, évidemment, elle nous accompagne jusqu'à la fin de l'exposition, à la fin du mois d'août. Donc, Vincent, merci beaucoup et je te laisse tout de suite la parole, en sachant que des retardataires vont certainement arriver progressivement dans la salle. Merci. Et j'oublie de dire que tu as aussi écrit un fantastique texte dans le catalogue de l'exposition. Merci. Merci Emma Lavigne, merci Cyrus Goberville pour cette invitation qui m'a été adressée de vous parler de cette thématique effectivement assez passionnante qui est à l'intersection de la musique et des arts visuels, des arts plastiques, sous le sceau de la culture africaine-américaine, qui est un espace qui est de plus en plus interrogé parce qu'on se rend compte que ce qui s'y noue, ce qui s'y pense, ce qui s'y pratique a été extrêmement fertile et que la musique peut être une clé pour comprendre des œuvres, et inversement, certaines œuvres peuvent nous aider à mieux mesurer la portée ou la signification de certaines musiques. J'ai l'habitude de dire que, je ne suis pas le seul à le dire, mais que la musique ne signifie rien. En tout cas, justement, ce qui en fait la beauté, c'est qu'elle n'est pas nécessairement le véhicule d'un sens. La musique est une abstraction, mais ça n'est pas parce qu'elle ne véhicule pas un sens directement qu'elle n'a pas des choses à nous apprendre, ou elle n'a pas des raisons à nous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender le monde dans lequel nous évoluons ou dans lequel les artistes évoluent. Alors c'est vrai que quand Emma Lavigne m'a invité à prendre part
à l'élaboration de l'exposition, et qu'elle m'a dit que cette exposition s'appellerait Corps et âme, et qu'elle comprendrait un grand nombre d'œuvres produites par des plasticiens africains-américains. Pour moi, ça a tout de suite fait tilt, si je puis dire, parce que Corps et âme, en anglais, c'est Body and Soul. Et Body and Soul, c'est un morceau qui occupe une place très importante dans le jazz. Pour moi, il me semblait que ça pouvait être une porte d'entrée déjà pour approcher ce sujet, pour essayer de comprendre un peu ce que le jazz pouvait nous dire de ce rapport au corps, de ce rapport au geste et de ce rapport à l'âme et donc à l'inspiration qui anime les artistes. Et donc alors c'est pas ce bouton-là évidemment, c'est celui-ci. Ce Body and Soul, en fait, c'est par là aussi que je voudrais commencer cette conférence. Parce que c'est un jalon très important dans l'histoire du jazz. Je vais revenir un peu sur l'histoire du morceau, mais c'est un morceau qui est très associé à un musicien majeur de l'histoire du jazz qui s'appelle Coleman Hawkins, qui en a enregistré une version qui a fait date. Précisément, c'était le 11 octobre 1939. Et ce morceau est un jalon qui a, on peut dire, ouvert la porte à tout le jazz moderne et à des musiciens aussi importants et aussi connus que John Coltrane, par exemple, ou Sonny Rollins, ou Charlie Parker, qui sont tous, d'une certaine façon, des enfants de Coleman Hawkins, qui est peut-être un musicien dont le nom aujourd'hui résonne moins, mais qui est vraiment une figure tutélaire très importante. Et ce morceau de Body and Soul en est un des exemples les plus frappants. Alors, pourquoi Body and Soul peut nous apprendre des choses? C'est que cette version de Body and Soul que Coleman Hawkins a enregistré donc en 1939, il revenait d'un séjour de 5 ans en Europe. En fait, il est parti d'Europe parce que, et ça c'est aussi une thématique qu'on pourrait creuser, la présence des artistes noirs américains à Paris. D'ailleurs, il y a une exposition évidemment au Centre Georges Pompidou qui qui illustre plutôt cette présence de manière assez spectaculaire. Donc Coleman Hawkins est reparti aux États-Unis quand il a senti que la guerre n'allait pas tarder à éclater en Europe, et donc il avait un peu disparu, j'allais dire des écrans, ce serait un anachronisme, mais il avait un peu disparu de l'actualité, et il est retourné en studio donc pour refaire des disques. Il avait fait plein de disques en Europe et notamment en France, où il avait par exemple enregistré avec Django Reinhardt. Et rentré aux États-Unis, il a enregistré plusieurs morceaux, mais un en particulier, qui est donc cette version de Body and Soul. Et Body and Soul, c'est ce qu'on appelle un standard. Un standard, qu'est-ce que c'est dans le monde du jazz? C'est un morceau que tout le monde connaît, qui est une mélodie que les musiciens assimilent, apprennent à jouer. Ce qui fait que lorsqu'ils se rencontrent, ils ont cette espèce de matériau commun à partir duquel ils peuvent dialoguer et faire de la musique ensemble. Et ces morceaux viennent à l'origine très souvent de la comédie musicale ou du cinéma américain. Ce sont des morceaux qui ont été au départ, c'est de la chanson, c'est de la chanson populaire ou de la chanson, c'est de l'entertainment. Et c'est des chansons qui, bien souvent, ont été oubliés dans leur forme initiale, mais qui ont survécu ou subsisté parce que les musiciens de jazz s'en sont emparés. Et la particularité de cette version de 1939, c'est que Coleman Hawkins joue Body and Soul, et en même temps, il ne joue pas Body and Soul. Je veux dire par là qu'il joue ce morceau, c'est-à-dire il en joue la forme, il en joue la structure, il en suit les harmonies, mais il ne joue pas la mélodie,
il ne respecte pas du tout la composition telle qu'elle est écrite, telle qu'elle a été composée quelques années plus tôt, puisque le morceau date de 1930. Il se débarrasse de la mélodie pour en recréer une qu'il improvise du début à la fin pendant les 3 minutes que dure le morceau. Et donc, cette idée qu'on peut faire une nouvelle composition à partir d'un matériau qui existe déjà, le transformer, se l'approprier et le sublimer, c'est une idée qui est au cœur du jazz. Et c'est une idée qu'on va retrouver, cette idée que la composition est en fait un véhicule qu'on emprunte pour recréer quelque chose de différent et à un autre endroit et qui parle au fond presque d'autre chose. C'est une idée qui a des résonances avec les pratiques d'un certain nombre d'artistes dont je vais parler ensuite. Mais commençons donc par écouter cette version donc, du Body and Soul de Coleman Hawkins. Donc je le redis, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà cette chanson, Body and Soul. Vous allez voir que pour ceux qui la connaissent, en fait, elle est comme en filigrane dans son interprétation, mais à aucun moment il ne joue la mélodie. Et en fait, il ne cesse d'avancer et de réinventer la mélodie du début à la fin, quasiment d'une seule traite. Voilà, donc ça c'est le Body and Soul de 1939 de Coleman Hawkins. Vous avez vu, c'est une espèce de grande trajectoire. Sans transition, on va écouter quelques secondes de la version d'origine de Body and Soul, c'est-à-dire celle enregistrée par la star de la comédie musicale qui s'appelait Libby Holman.
pour que vous voyez d'où on part. Voilà, 9 ans séparent ces deux enregistrements. Il y en a un qui passe difficilement l'épreuve du temps, on peut dire. Très ampoulé, très maniéré dans son interprétation, avec cette façon ce vibrato qui nous paraît extrêmement désuet. Et la modernité de Coleman Hawkins, qui, vous voyez, tord la composition dans tous les sens et qui la réinvente, qui la recompose sur le moment. C'est une des raisons pour lesquelles le jazz est apparu pour la plupart des artistes africains-américains qui sont nés dans les années, à partir des années 40, voire même dans les années 30. C'est une des raisons pour lesquelles le jazz est apparu comme un horizon de référence pour les artistes qui se voyaient dans leur quête d'exemple, dans leur quête de référence, se voyaient naturellement attirés par ces figures tutélaires qui ont réussi à inventer leur propre discours à partir souvent d'ailleurs d'instruments qui étaient des instruments qui étaient marginalisés, puisque le saxophone, au fond, c'est un instrument qui a été créé par Adolphe Sax au départ pour alimenter les orchestres militaires, qui s'est retrouvé au fond de l'orchestre symphonique, mais qui n'a jamais eu une place prépondérante. C'est le jazz qui a fait du saxophone un instrument majeur. Et cette idée donc de s'approprier à la fois des compositions, des morceaux, mais aussi des instruments pour en faire quelque chose de nouveau et de quelque chose qui est le reflet d'une existence et d'une culture, c'est évidemment quelque chose qui a beaucoup inspiré les artistes. Un autre élément, c'est que le Body and Soul de Coleman Hawkins qu'on a entendu, il dure 3 minutes. Parce que à l'époque, les disques, la capacité d'enregistrement des disques était limitée à 3 minutes. Et on est avant l'invention de la bande magnétique. Et donc, c'est une manière de créer qui ne laisse pas de place à l'erreur. Ou s'il y a des erreurs, il faut que les erreurs soient intégrées dans le résultat final. Donc, ce rapport à l'instant, ce rapport au fait qu'on a un temps donné pour créer et que c'est dans l'espace de cette performance qu'il va falloir édifier quelque chose, c'est aussi une idée qui alimente la création des artistes plasticiens. Et enfin, il y a cette idée de l'improvisation, c'est-à-dire qu'on peut créer une œuvre en un temps donné, et que la contrainte de la durée ou la contrainte de l'espace-temps est une contrainte qui s'avère fertile à partir de laquelle on va pouvoir édifier une œuvre. Alors, dans le
l'exposition, il y a un artiste qui est représenté, qui est peut-être l'un de ceux dont le rapport au jazz est le plus fort et le plus, j'allais dire explicite, c'est pas tout à fait vrai parce que souvent le jazz est chez lui une sorte de sous-texte. C'est David Ammons. Et je voulais le prendre comme exemple de départ, même si il n'est pas extrêmement représenté dans Corps et âme, mais il se trouve que la collection Pinault compte un grand nombre de ses œuvres. C'est un artiste qui est né en 1943 et pour qui le jazz a vraiment été un modèle, un exemple. Et d'ailleurs, il a souvent associé des artistes de jazz à son travail, soit par exemple au moment d'inauguration de certaines œuvres, il faisait en sorte que des musiciens soient présents et qu'ils improvisent dans l'espace d'exposition. Par exemple, en 1990, il a fait une exposition à PS1 à New York et il a invité le groupe d'un saxophoniste qui s'appelle Jamil Mondoc à venir jouer pendant le vernissage. Et au même moment, il y avait dans une pièce à côté des hommes habillés en costume qui jouaient au basket. Et il a fait cette espèce de ce qu'il appelait un basketball ballet, où il y avait à la fois la musique du jazz qui se mélangeait avec le son du parquet et le bruit des balles. Et pour lui, cette dimension sonore, performative, faisait partie de l'installation à part entière de ce moment de l'ouverture de l'exposition. Parce que Ammons est quelqu'un qui a voulu créer des œuvres qui soient à l'image de son identité et qui empruntent leurs composantes, mais pas seulement leurs composantes, aussi leur processus de création à des choses qui relèvent strictement, j'ai envie de dire, de cette culture. Ce qui est très intéressant chez Ammons, c'est que on peut dire que j'aime beaucoup cette expression que j'emprunte à Elvan Zabounian, c'est que l'art est pour lui un espace d'accueil de sa propre culture. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? C'est cette idée que dans l'espace de la société américaine, il n'y a pas d'espace assigné, il n'y a que des espaces assignés à la communauté noire, il n'y a pas d'espace où elle puisse s'exprimer en étant dans le reflet d'elle-même. Et donc, il faut inventer d'autres façons de faire. Ammons parle d'ailleurs de faire des œuvres pour le black viewer, c'est-à-dire pour le spectateur noir, et dans lesquelles il va introduire des références qui vont d'abord parler au black viewer et qui vont mettre le white viewer dans une position d'étrangeté, au fond comparable à cette position de marginale à laquelle est assignée la communauté noire dans la société américaine. Et je prends l'exemple de ce Central Park West, qui est une œuvre au premier abord plus que mystérieuse, mais qui prend une toute autre dimension dès lors qu'on sait que Central Park West, ça n'est pas seulement un quartier huppé de New York, mais c'est aussi une composition du saxophoniste John Coltrane. Cette œuvre, ce vélo cassé, cette épave de vélo avec ses vêtements qui lui sont suspendus, ses haillons qui sont suspendus et ce panneau décroché, ce sont des rebuts de la ville. Hein, ce sont des haillons, ce sont les épaves de la ville, des objets trouvés, à partir desquels Ammons recrée une œuvre. Ammons parle de créer des œuvres, il parle de sa pratique artistique qu'il appelle le street art, et avec cette idée que la rue,
en fait, est un espace de vérité, puisque la rue, c'est là que vivent les hommes, et c'est là que se trouve une forme d'identité. Donc, ce Central Park West, c'est une façon aussi de s'approprier l'espace, cet espace donc, où les Noirs n'ont pas les moyens de vivre, qui est un quartier extrêmement riche dans lequel l'immobilier est inaccessible. Mais une façon de se l'approprier, c'est par la musique, c'est par la composition, et cette noblesse que la musique et le jazz en particulier ont donné à ces artistes et à ces musiciens. Deux œuvres qui sont dans l'exposition et que je trouve particulièrement signifiantes par rapport à la pratique d'Ammons, c'est cette œuvre sans titre de 2006 qui est en fait faite, encore le vélo, avec des chambres à air, et que Ammons a de nouveau créé à partir d'objets de récupération, avec cette idée que, au fond, comme Coleman Hawkins, on prend un matériau qui existe et on le transforme, on le sublime et on recrée quelque chose à partir de cette matière qui est trouvée, et on change le regard, enfin on impose au regard du spectateur des objets que habituellement on ne regarde pas. Il y a un livre fondateur pour tous ces artistes qui est le Invisible Man de Ralph Ellison, avec cette idée que quand on est un homme noir aux États-Unis sous la ségrégation, on peut traverser l'espace en ayant l'impression d'être invisible, tellement on n'existe pas, tellement l'individu noir n'est pas regardé, et qu'on peut disparaître de la société sans que le reste du monde ne s'en aperçoive. Donc Ammons nous oblige à regarder, à avoir en nous mettant sous les yeux ces objets qui sont retravaillés, redimensionnés, tout comme dans le jazz, on va chercher ces mélodies, ces mélodies qui sont des mélodies de pas grand-chose, qui sont des mélodies qui étaient composées un peu à la chaîne pour alimenter l'industrie du spectacle, et on les redécouvre métamorphosés par le geste de l'artiste. Avec cette intentionnalité de faire une œuvre dont les paramètres, dont la codification, d'une certaine façon, répond à cette identité, construire une abstraction à partir d'objets du quotidien. Et il y a un morceau que j'ai choisi dans la playlist de l'exposition qui, pour moi, est très emblématique de ça. C'est ce morceau du saxophoniste Rahsaan Roland Kirk qui s'appelle Blackness. La particularité de ce morceau, Roland Kirk, donc, qui est un personnage assez incroyable, qui est lui aussi une sorte de descendant de Coleman Hawkins, qui avait pris ce surnom de Rahsaan parce qu'un jour, dans un rêve, ce nom lui était venu et il l'a adopté comme un nom d'artiste. Dans ce morceau Blackness, Roland Kirk décide de faire une composition uniquement à partir des touches noires du piano. Et c'est ce qu'il énonce. Il dit c'est pas qu'on n'aime pas les notes blanches, c'est que juste on a envie de se concentrer symboliquement sur les notes noires du piano, et pour revendiquer cette identité symbolique, et pas que symbolique, qui est celle de la négritude. Blackness. Now we gathered here on the universe at this particular time, to listen to the 36 black notes of the piano. There's 36 black notes and 52 white notes. We don't mean to eliminate nothing, but we're going to just hear the black notes at this time, if you don't mind. Blackness, B-L-A-C-K-N-U-S-S.
Black, Blackness, BLACK in USS, c'est aussi un double entendre, comme il y en a souvent, comme il y en a chez Ammons souvent. C'est Black in USA derrière ce Blackness qu'il faut entendre. Donc vraiment, c'est un morceau qui interroge la place des Noirs dans la société américaine. Roland Kirk est un musicien particulièrement intéressant parce qu'il jouait de 2 saxophones dont il était le seul quasiment à jouer, qui étaient en fait des espèces de saxophones qui étaient marginaux dans la famille des saxophones. Un saxophone droit, donc il n'était pas recourbé, et un saxophone qu'il avait bricolé et qu'il avait complètement customisé parce que aveugle, il s'était mis en tête de jouer de 2 saxophones à la fois, et donc il avait raccordé ces 2 instruments de manière à pouvoir y placer les 2 embouchures dans la bouche, et il avait des systèmes de clés qui lui permettaient de produire 2 sons en jouant de 2 instruments à la fois. Tout ça pour dire qu'il a bricolé ses saxophones, il a bricolé son instrumentarium, encore un cran plus loin que des musiciens comme Coleman Hawkins, qui est d'ailleurs considéré un peu comme le père du saxophone, avec cette idée de fabriquer ses propres instruments, de fabriquer ses propres outils pour faire entendre d'autres sons, une autre musique et d'autres sonorités que celles de la tradition occidentale. Et c'est un peu la même chose chez Ammons, cette idée que il faut forger sa propre technique, il faut forger son propre langage, il faut utiliser des objets du quotidien pour recréer un art qui ne soit pas, d'une certaine façon, ancré ou inféodé à des traditions qui sont les traditions du colonisateur ou les traditions du dominant. Je voulais, à cet égard, vous montrer cette photo de David Ammons dans les années 70, à l'époque où il travaillait à cette série qui s'appelle les Body Prints, dont il y a de très beaux exemples dans l'exposition, et qui sont des œuvres qui sont pour moi extrêmement proches du jazz dans leur processus de création, ces Body Prints. Parce que cette photo, donc prise dans l'atelier, elle montre Ammons avec un instrument très particulier qui est non pas un saxophone comme on pourrait le croire, mais une clarinette basse. Et la clarinette basse, c'est un instrument qui, là encore, est un instrument très rare au fond dans la musique classique, qui est une sorte d'instrument secondaire qu'on utilise pour remplir certains espaces, avoir une certaine texture ou une certaine tessiture, mais qui n'est pas du tout un instrument soliste. C'est le jazz qui en a fait un instrument soliste, et c'est notamment un musicien qui s'appelle Eric Dolphy, qui est un musicien qui est originaire de Los Angeles, là même où David Ammons, à l'époque, avait son atelier. Et donc, la présence de cet instrument, là, sur l'établi, elle est éminemment symbolique. Ammons en jouait un peu. Il n'a pas forcément fait une carrière en tant que musicien, mais on voit que dans sa pratique d'artiste, il est important pour lui d'avoir un rapport à l'instrument. Et surtout, quand le photographe est là, on voit que l'instrument a une place prépondérante. Je reparlerai d'Eric Dolphy dans quelques instants, mais je voulais vous montrer une autre photo de cette série qui est celle de David Ammons au travail, en train de réaliser ce body print en l'occurrence, qui, vous le voyez, est dans un processus dans lequel il engage vraiment son corps. C'est presque une danse qu'il effectue sur le papier qu'il a au préalable enduit d'un produit, une sorte de révélateur qui va conserver la trace de son geste, la trace de son empreinte. Et c'est évidemment une œuvre qui se fait dans un
dans une improvisation, même si cette improvisation, évidemment, elle peut être anticipée, elle peut être conceptualisée avant d'être exécutée, de la même façon que Coleman Hawkins, lorsqu'il improvise sur Body and Soul, il a en tête la structure dans laquelle il va dérouler son improvisation, mais il n'empêche qu'elle se fait dans un temps limité, à un moment donné, et d'une certaine façon sans possibilité de repentir. C'est-à-dire qu'une fois que la trace est faite sur le papier, on ne peut plus l'enlever, de la même façon que lorsque Coleman Hawkins joue les notes qu'il a jouées et qu'elles sont gravées dans la cire, il n'a plus moyen de les en retirer. Donc là, il y a une espèce d'analogie entre ce qu'on pourrait appeler le photographique, puisque c'est au fond un procédé qui est lié à une matérialisation de la lumière, et le phonographique, qui est l'art d'immortaliser les sons, comme le fait Coleman Hawkins dans son morceau. Et cet engagement du corps, je suis sûr que... Enfin, j'en suis sûr parce qu'un monde s'en a parlé, mais un critique qui s'appelle Greg Tate aussi fait cette analogie entre cette corporalité, cet engagement du corps dans l'empreinte du body print, et le fait que quand on est un musicien de jazz, tout ce qui passe, tout ce qui fait le son d'un musicien, qui fait qu'on le reconnaît par rapport à un autre, ce qui est très différent de la tradition classique occidentale, où on a un idéal de pureté de son, c'est-à-dire qu'on apprend aux élèves, aux enfants et aux élèves dans les conservatoires à atteindre une forme de perfection sonore. Il y a une certaine idée de ce qu'est le son parfait, et c'est vers ça qu'on vise, et c'est ça qu'on doit atteindre si on veut prétendre à l'excellence. À l'inverse, le jazz est une musique où, au contraire, on recherche une singularité, on recherche une incarnation sonore, j'ai envie de dire, une identité sonore qui fait que quand on entend Coleman Hawkins, ou qu'on entend John Coltrane, ou qu'on entend Lester Young, ou qu'on entend Roland Kirk, en quelques notes, on sait de qui il s'agit. C'est la personnalité de chacun qui s'imprime dans la sonorité. Et c'est pour ça que les musiciens de jazz ont recours, notamment les saxophonistes, à tout un tas de procédés qui sont en réalité bannis dans la tradition occidentale. Et le fait de produire des sons avec la gorge, de produire certains sons avec, en jouant sur l'embouchure, tous ces sons qui sont considérés comme parasites et qui, en réalité, participent de cette identité. Donc, de la même façon que David Hammond va chercher dans le caniveau, dans les terrains vagues, des objets, des rebuts qu'on ne regarde plus, comme ce vélo écrasé. De la même façon, le jazz va ramener à la surface ces éléments qui sont a priori interdits. D'ailleurs, dans le jazz, on parle parfois de jouer dirty, c'est-à-dire vraiment de jouer sale, c'est-à-dire de ramener dans le souffle, dans le son, des éléments parasites qui font au contraire tout le sel et toute l'humanité de cette musique. Et je voudrais ici qu'on s'arrête pour écouter cet Eric Dolphy qui a vraiment fait entrer la clarinette basse dans le chant du jazz et même dans le chant de la musique. Eric Dolphy, qui est mort malheureusement très précocement, et qui était donc un compagnon de John Coltrane, à qui était donc dédiée l'œuvre de David Hammond tout à l'heure. Deux figures tutélaires donc pour cet artiste. On écoute quelques extraits d'un live de ces deux musiciens au Village Vanguard à New York, mais là on va entendre le début du solo d'Eric Dolphy, et vous allez voir que ça couine, que ça coince, que ça craque, il y a tout un ensemble de bruits, de sons qui font partie de son langage.
quelques secondes d'Éric Dolphy, donc à la clarinette basse, et je voulais juste revenir sur la deuxième œuvre, enfin, ce A Cry from the Inside, qui est donc un des body prints qui est présent dans l'exposition Corps et âme, parce que ce titre de Cry from the Inside, je trouve que quand on entend Dolphy jouer, on entend ce cri qui sort qui est très intérieur et qui est ce cri qui est mêlé de rire, qui est mêlé de larmes, qui est mêlé de tout un ensemble d'émotions dont ont été évidemment privés pendant des décennies tous ces hommes et ces femmes qui étaient esclavisés et anonymisés dans les plantations et tout le sud des États-Unis. C'est ce cri qui tout d'un coup ressurgit par le jazz, cette gamme d'émotions qui s'exprime là sur le papier et ici dans la musique. Et le morceau que l'on vient d'écouter s'appelle Spiritual, ce qui n'est évidemment pas un hasard. Spiritual, c'est donc une chanson qui renvoie aussi à cette élévation de l'âme et à cette expression de soi dans une connexion à une forme de transcendance qui s'exprime par le biais de la musique et du jouer ensemble. Ammons et sa clarinette basse, on les aperçoit, alors là on le voit vraiment pas très bien, mais c'est Ammons est sur la photo de gauche, au second plan derrière, avec cette espèce d'imperméable blanc. C'est lui qui, en 1978, donc apparaît sur cette photo, pris dans un moment très singulier qui était organisé donc par l'artiste Senga Ngundi à Los Angeles en 1978, qui est un moment fondateur pour elle, qui, vous le voyez, inclut une dimension musicale, puisqu'il s'agit d'une performance qu'elle a organisée donc, sous une bretelle d'autoroute à Los Angeles, dans un quartier défavorisé, et complètement écrasé par le surplomb de l'automobile et de ces voies de circulation complètement démentes qui à Los Angeles, peuvent atteindre les 12 voies en parallèle. C'est en dessous, c'est dans cet espace urbain invisible, complètement souterrain, complètement marginal, qu'elle décide de faire cette performance qui va s'avérer pour elle un moment complètement révélateur qui va lui ouvrir un certain nombre de perspectives dans sa pratique artistique. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que, bon, évidemment, il y a la présence d'Ammons à la clarinette basse, mais il y a aussi cette idée que la musique s'intègre dans une pratique artistique qui est plus large et qui inclut un travail de costume, l'élaboration de tout un processus d'habitation de l'espace, une sorte de cérémonie mi-profane, mi-sacrée, que Senga Ngundi habite d'une multitude de références, puisqu'elle se réfère aussi bien par certains aspects au théâtre japonais ou à la musique de John Cage, au jazz avec un artiste comme Sun Ra qui fait partie de son univers référentiel, qui est un des pères de l'afrofuturisme, ou la chorégraphe noire Catherine Dunham. Elle forge à partir de ces références qui peuvent paraître complètement hétérogènes, elle forge son discours, elle forge donc une fois encore à partir de ces emprunts, de ces véhicules qui lui préexistent, mais qu'elle s'approprie et qu'elle fond dans une pratique personnelle et individuelle. Et cette cérémonie for Freeway Fêtes, elle dit qu'elle elle racontait récemment dans une histoire orale pour laquelle elle a été interrogée, qu'elle a découvert à ce moment-là
dans le son de la musique, les tambours, enfin les percussions qui étaient jouées par les intervenants qu'elle avait choisis, elle parle de devenir, le mot anglais, en français, c'est pas très joli, mais c'est le mot de conduit. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans sa pratique puisqu'elle se met à danser sous l'effet de la musique, et elle a l'impression que quelque chose se construit dans l'espace collectif de la musique et de la danse, qui la transcende, qui la dépasse, et que s'exprime au travers d'elle autre chose de plus fort, de plus large, qui est permis par cette expérience collective. Et cette idée d'être un conduit, c'est-à-dire qu'à un moment, quelque chose traverse l'artiste qui le dépasse, c'est une idée qui est très présente chez les musiciens de jazz, qui a commencé par John Coltrane, par exemple, pour revenir à lui, qui disait que, d'ailleurs, il a composé une œuvre qui s'appelle Love Supreme, qui est une œuvre qui renvoie à une force supérieure, un amour divin, appelons-le comme on veut, et en tout cas une transcendance, et que dans le moment de la musique, dans le moment de l'improvisation, c'est quelque chose de plus large, de plus fort, qui traverse l'artiste et qui l'amène à jouer. Donc la musique est... Et là, on est très, très, très loin de la comédie musicale des origines. Vous voyez, la musique, c'est quelque chose qui participe de la vie, de la libération du corps, de l'expressivité du corps et de la constitution d'une identité qui se forge en dehors complètement des références dominantes ou des références occidentales. Cette question de la place de l'individu et de l'expression des espaces qu'on peut aménager pour soi et dans lesquels s'inventer, se constituer comme individu. Et il faut bien évidemment la mettre en regard de tout ce que cette communauté a subi et a enduré et continue à endurer, parce que évidemment, malheureusement, tout ça reste très terriblement d'actualité. Il faut le mettre en regard de ces violences. Et il y a une œuvre dans l'exposition qui le dit d'une manière particulièrement saisissante. C'est cette œuvre de Carl Walker, The Moral Arc of History idly bends towards justice, but just as soon as not curves back around toward barbarism, sadism and unrestrained chaos. Cette œuvre qui est une œuvre choc, qui est une œuvre qui presque insoutenable à certains égards. Elle rend justement visible toute cette violence, toute cette souffrance, tout ce barbarisme, toute cette barbarie, tout ce sadisme que pendant des générations, les hommes et femmes noirs ont enduré aux États-Unis. Et c'est au regard de ces violences-là qu'il faut comprendre la nécessité de s'aménager par la musique et par l'art des espaces qui soient à soi et qui échappent à cette sauvagerie. Et c'est en voyant cette œuvre, j'ai pensé tout de suite à une chanson qui est un monument dans l'histoire du jazz, qui est le Strange Fruit de Billie Holiday, parce que dans cette chanson, qui est une chanson très atypique dans le répertoire de la chanteuse Billie Holiday, qui était connue pour chanter essentiellement les joies et les malheurs de l'amour, elle a chanté cette chanson donc à propos de ces drôles de fruits qui poussent dans le sud des États-Unis et qui sont en réalité les victimes des lynchages sauvages qui se pratiquaient dans le sud des États-Unis dans les années, enfin j'allais dire de tout temps, mais depuis que l'esclavage existe et même après son abolition. Et dans les paroles de cette chanson, il est notamment question de l'odeur terrible des chairs brûlées. Et je trouvais que cette chanson, ces mots-là en particulier, résonnaient terriblement avec cette œuvre de Carl Walker, Billie Holiday, Strange Fruit.
blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. The bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter crop. Voilà, le Strange Fruit de Billie Holiday, qui est une chanson qu'elle n'a pas écrite, mais qu'elle avait fini par considérer comme la sienne, tellement elle a marqué de son empreinte, et qui, d'une certaine façon, résonne aussi avec d'autres œuvres de Kara Walker, par cette façon dont c'est une œuvre un peu c'est une chanson un peu en trompe-l'œil, parce que elle commence par décrire une scène pittoresque, une scène une scène pastorale dans le sud galant. On a l'impression qu'on va... C'est un peu comme Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, c'est-à-dire on a l'impression d'une scène champêtre, charmante, et on comprend tout d'un coup que, en fait, ces fruits suspendus ne sont pas des fruits, mais bien des hommes. Et Kara Walker, elle travaille aussi sur cette... Je ne parle pas de cette œuvre-là, mais d'autres œuvres, notamment ces œuvres de collage en silhouette, où elle reprend des scènes galantes, sauf qu'elle les twiste complètement pour en révéler la violence, et notamment toute la violence. Elle distord complètement l'esthétique du XVIIIe siècle, par exemple, pour révéler toute la violence que cette esthétique pouvait dissimuler, basée sur l'esclavage. Cette question cette question je vais passer sur cette photo de Malcolm X, parce que en fait, j'ai beaucoup de choses à vous faire écouter et je vois que le temps tourne. Cette question de la présence noire, de l'expérience noire, c'est-à-dire le fait d'être constamment ramené à sa couleur de peau, de se sentir déplacé dans une société dans laquelle on est pourtant complètement inscrit. Elle participe, évidemment, elle se retrouve dans le discours de personnalités comme Malcolm X, qui a revendiqué cette Black Pride, cette fierté noire, et le fait de ne pas courber les chines et de rendre les coups pour les coups, d'aller contre cette barbarie qui était illustrée par l'œuvre de Kara Walker. Et Malcolm X donc a tenu ce discours, et je voulais donc cette photo est présente dans l'exposition, et je voulais le saluer son combat et son opiniâtreté à l'aide de la musique d'Archie Shepp, qui sensiblement à l'époque de cette photo a enregistré ce morceau qui s'appelle Malcolm Semper Malcolm, c'est-à-dire Malcolm encore Malcolm, ou Malcolm toujours Malcolm. Et c'est aussi un disciple de Coleman Hawkins.
tune, perhaps. Bird whistled while even America listened. We play, but we aren't always dumb. We are murdered in amphitheaters, on the podia of the Audubon, the Earl, Philadelphia, 1945. Malcolm, my people, dear God, Malcolm. Voilà quelques notes et quelques mots de ce Malcolm, Semper Malcolm de Archie Shepp. Je continue avec cette œuvre de Kerry James Marshall qui s'appelle The Wonderful One parce que c'est une œuvre qui pose la question de la représentation de l'homme noir et de la représentation indépendante ou non des stéréotypes qui sont assignés à l'homme noir. Kerry James Marshall explique qu'à cette époque, il était dans la recherche d'une esthétique authentiquement noire. Comment peindre soi-même et comment peindre les siens sans dépendre du regard encerclant dont sa communauté a été victime. Et cette œuvre, ce Wonderful One, il est évidemment très ambivalent, puisque s'y retrouvent certains stéréotypes de la caricature raciste que Kerry James Marshall assume d'une certaine façon de reprendre à son compte dans cet homme de profil à la nudité évidente. Ce corps noir sur fond blanc, il est une manifestation de cette quête de représentation, et il est aussi une interrogation sur cette présence cette présence que la société au fond refuse, lui refuse. Et Kerry James Marshall
plus que le jazz, est un artiste qui s'intéresse au blues, c'est-à-dire à une musique qui est peut-être moins sophistiquée que ne l'est le jazz, sur le plan harmonique notamment, mais qui est une expression qui est plus ancrée au fond dans la culture la plus populaire de la communauté afro-américaine. Le blues, c'est cette espèce de musique racine dont ont découlé au fond toutes les musiques noires populaires du XXe siècle, jusqu'au rap, en passant par la soul music, le rhythm and blues, le jazz lui-même, puisqu'il y a une dimension du jazz qui est évidemment liée au blues. Et cette présence du blues, Kerry James Marshall l'exploite, j'y reviendrai dans quelques instants, dans des sortes de rapports d'intertexte, au fond, entre des chansons et des tableaux, et qui lui sont inspirés directement par les paroles des chansons. Et le blues est aussi au cœur du travail d'un artiste qui est présent dans l'exposition, qui s'appelle Terry Adkins, qui est un artiste qui n'est pas sans parenté d'ailleurs avec David Ammons aussi, puisqu'il travaille lui aussi sur des matériaux de récupération des objets trouvés. Adkins avait, malheureusement il n'est plus parmi nous, mais il est décédé en 2014, mais il avait pour pratique par exemple d'aller dans des lieux, dans des immeubles désaffectés par exemple, voués à la démolition, et il se donnait le temps d'une nuit, par exemple, pour créer une œuvre avec ce qu'il trouvait sur place. Et il lui arrivait d'accompagner son travail de musique, de travailler en musique et de construire ses œuvres en écoutant des morceaux. Et ces morceaux étaient généralement des morceaux de blues. Il a fait ça à New York, il a aussi fait ça au Texas, qui est un territoire de blues, dans une ancienne usine où on fabriquait des uniformes et des vêtements de travail. En fait, il arrive et il ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait pas ce qu'il va trouver, et il construit les œuvres à partir des matériaux qu'il trouve. Et ces matériaux, forcément, c'est pas grand-chose, c'est des choses qui ont été abandonnées parce qu'elles n'avaient pas de valeur, ou en tout cas, elles ne signifiaient pas grand-chose pour ceux qui abandonnaient les lieux, mais dont il va chercher à révéler tout le pouvoir narratif, tout le pouvoir mémoriel, tout le pouvoir symbolique. Et cette idée de faire des œuvres à partir de pas grand-chose, à partir de ces bouts de métal, c'est une idée qui est très proche de ce qu'est le blues, parce qu'au fond, le blues, c'est quoi ? C'est une gamme. C'est une gamme de 7 notes dont on altère deux notes, et avec laquelle on fait de la musique à l'infini. Donc cette idée de travailler avec un matériau minimaliste et aussi un matériau industriel, c'est-à-dire qui renvoie au labeur, qui renvoie justement à des hommes et des femmes qui ont travaillé, qui ont mis de leur sueur dans ce travail. Le blues, c'est aussi la musique de la musique populaire, c'est la musique du samedi soir qu'on écoutait en sortant de l'usine ou en revenant des champs. Et donc, dans l'exposition, il y a ce Leather Wall Piece, donc, qui est fait d'un amas de pièces de cuir suspendues qui, je ne sais pas d'ailleurs où Adkins les a trouvées, mais qui représentent peut-être une chevelure, peut-être autre chose, mais qui m'a fait, moi, penser à cette pièce qui s'appelle donc Matchbox Blue, qui date de 10 ans avant, et que Adkins a réalisé donc, au Texas, à San Antonio, donc dans cette ancienne usine. San Antonio étant la ville où Robert Johnson, le bluesman Robert Johnson, a enregistré quelques-uns de ses morceaux les plus célèbres. Robert Johnson, qui est l'homme qui a donné le nom de Rolling Stone et qui est le père du rock and roll. Donc Adkins joue sur cette proximité géographique dans les œuvres qu'il crée. Et Matchbox Blue, c'est en fait un blues c'est quasiment le même nom que le blues de ce Blind Lemon Jefferson, qui est un des grands blues des années 20,
un des grands bluesmen des années 20, qui était un musicien aveugle, itinérant, et qui allait de ville en ville et qui chantait ses chansons. Et donc ce Matchbox Blue est un hommage direct à Blind Lemon Jefferson et à tous les autres, tous les anonymes, tous les oubliés qui ont apporté un peu de joie et un peu de distraction à ces hommes et femmes qui, de la sueur de leur front, faisaient les uniformes, notamment de l'armée américaine. She crochet all the time. I got a good drum time, crochets all the time. Mama, if you don't quit crocheting, you're gonna lose your mind. I can't count the time I told her we tried. Can't count the time I told her we tried. Look at the blues ain't on me, the things ain't going on right. If you want your lover, you better put it to your side. I say you want your baby, put it to your side. Voilà, le Matchbox Blues de Blind Lemon Jefferson, dont je crois il existe 2 photos. Il y en a une des 2 qui est à l'écran et dont on n'a que ces enregistrements médiocres qui grésillent parce qu'on est avant l'invention de la bande magnétique et que donc on gravait les disques en direct et que les matrices d'origine ont disparu depuis longtemps et aujourd'hui il ne reste plus que les 78 tours dans lesquels cette musique a été enregistrée comme seule trace de ces musiciens qui ont pourtant ouvert la voie à toutes les musiques, enfin une grande partie des musiques qu'on écoute aujourd'hui et donc auxquelles Terry Atkins pense. Le blues, et je le mentionnais tout à l'heure, il est aussi au cœur du travail de Kerry James Marshall, qui est quelqu'un qui se positionne un peu aux antipodes de David Ammons, dans la mesure où lui ne fait pas abstraction de l'histoire de la peinture ou de l'histoire de l'art occidental, mais qui, au contraire, s'approprie cette histoire pour, dit-il, représenter une... En anglais, c'est la Black Presence. C'est toujours très difficile à traduire ces notions, mais cette présence noire, c'est-à-dire le fait, cette expérience noire, ce fait d'être enfin, ce que je veux dire par là, c'est que cette Black Presence, il l'a traduit dans le fait de refuser toute... en fait, sa formulation exacte, il dit qu'il veut essayer de définir une représentation qui ne soit pas conditionnée par le trauma omniprésent du racisme. C'est-à-dire, il sorte de sortir du misérabilisme, sortir de la victimisation et au fond représenter l'homme noir, la femme noire ou le corps noir comme si on faisait abstraction de toute la violence et de toute la marginalisation qui était par exemple représentée par Kara Walker.
essayons une forme d'idéalisation qui passe là aussi par l'emprunt, c'est-à-dire de la même façon que Coleman Hawkins emprunte ses mélodies, Kerry James Marshall, il emprunte ses techniques, il emprunte ses références par exemple au Nabi, par exemple à Jericho, par exemple. C'est un artiste qui est très informé dans ses systèmes de représentation, qui est une sorte d'érudit dans sa palette, mais qui met tout ce vocabulaire, toutes ces techniques au service d'une représentation qui échappe justement au white gaze, c'est-à-dire au regard qu'on voudrait imposer à ces corps. Et si j'ai choisi ce Blue Water Silver Moon, c'est que derrière cette sirène alanguie dans son bassin, en fait, il y a une chanson. Et souvent, chez Kerry James Marshall, derrière les œuvres, il y a des chansons. Et ce tableau, qui n'est pas dans l'exposition, mais que je trouve très, très éclairant sur la démarche de Kerry James Marshall, est donc directement inspiré des paroles d'un blues de Jimmy Reed qui s'appelle Blue Blue Water, dont on va écouter quelques secondes. Blue blue water, silver moon, tell me darling, tell me soon, you my darling, you my sweetheart, my heart desire. All I never loved before. Voilà, et je trouve que quand on entend la sensualité de la voix de Jimmy Reed, on comprend la sensualité de ce tableau. C'est comme s'il y avait une espèce de transposition de la texture de la voix dans la représentation du tableau. Parfois, Kerry James Marshall va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il cite carrément une chanson dans un tableau. Vous voyez, avec la portée et les paroles, ici c'est une chanson des années 60, une chanson de soul, qui témoigne aussi cette façon d'inscrire visuellement la musique dans la toile. C'est aussi une façon de signifier combien la musique participe de la vie et de la définition des sentiments, et notamment des sentiments amoureux dans la communauté africaine-américaine. On écoute quelques secondes de cette chanson. En fait, c'est la 12. Pardon. Two Lovers. Well, I've got two lovers and I ain't ashamed. Two lovers and I love them both the same. Let me tell you about my first lover. He's sweet and kind and he's mine all mine. He treats me good like a lover should and makes me love him. I really, really love him. I love him so, and I'll do everything I can to let him know. But I've got two lovers. Voilà, c'est comme si la peinture se mettait à chanter avec le sous-texte, peut-être aussi de ce tableau, puisque en fait la chanson, elle parle d'une femme qui aime deux hommes. Et là, il n'y en a qu'un sur le tableau. Donc il y a peut-être aussi là un intertexte qui
rajoute une couche supplémentaire à l'œuvre. Greg Tate, le grand critique Greg Tate, quand il parlait de Kerry James Marshall, il parlait de la conjonction d'une black visuality et d'une black vocality, c'est-à-dire l'idée que chez lui, le fait de rendre visible le corps noir dans sa beauté, dans sa volupté, allait nécessairement avec le fait de manifester cette black vocality, cette vocalité noire, cette chanson, cet art de la chanson, cette expressivité vocale qui fait partie entière de la culture nord-américaine. Et cette représentation du corps dans l'exposition, elle est particulièrement évidemment sensible dans ces très beaux dessins sans titre, qui sont ces femmes noires couchées, ces nus couchés, nus qui sont présentés à proximité de cette nana noire de Niki de Saint-Phal. Ces corps qui sont, comme dit la chanson Darker Than Blue, qui est une chanson de Curtis Mayfield qu'on n'écoutera pas parce que le temps passe, mais qui est dans la playlist de l'exposition. Et moi, quand j'ai vu ces dessins, ces deux en vis-à-vis de Kerry James Marshall et ces femmes calipiges qui sont d'une sensualité incroyable, j'ai tout de suite pensé à une chanson de Erykah Badu, la chanteuse Erykah Badu, au carrefour de la soul, du hip-hop et du jazz, qui a fait cette chanson qui s'appelle Booty. Booty en anglais, c'est les grosses fesses. Et quand on voit cette nana noire, les pieds en l'air et qui se trémousse, je trouve que la chanson de Erykah Badu lui va bien. Your booty might be bigger, but I still can pull your nigga, but I don't want it. You got sugar on your pizza, but your nigga thinks I'm sweeter, but I don't want it. You know the whole encyclopedia, but your nigga thinks I'm deeper, but I don't want it. Got a whole lot of junk off in your trunk, but your nigga think I'm live and I keep him crunk. I don't want it. Hey, 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 I don't want it. Cause of what it's doing to you. And you don't need it. Cause he ain't ready. Sit down, see, I don't want it. If he ain't made no arrangement with you, I hope you would've done the same like me too. Your kisses might be wetter, but your nigga likes mine better, but I don't want it. You got the beans and rice and the hot whole cakes, but your nigga still over here in my place. I don't want it. You got a PhD, magna cum laude, but your nigga love me with a GED. I don't want it. Well, you the one with all the money, and he knows my money's fine, but I don't. Et alors, en préparant cette conférence et en repensant à ces morceaux, je me suis rendu compte qu'il y a quelques semaines, Erykah Badu, donc on vient d'entendre,
avec cette chanson Booty, avait été apparu dans une cérémonie de remise de prix aux États-Unis, habillé de la sorte, en booty suit, un costume qui est quasiment la retranscription visuelle de ces représentations que nous offre Kerry James Marshall de ces beautés noires. C'est évidemment un costume qui a fait scandale entre ceux qui considèrent que ça réduit, ça offre une vision caricaturale de la femme noire, et ceux qui, au contraire, pensent que c'est une célébration de la différence. Mais j'ai trouvé ça stupéfiant de voir que elle portait ce costume au moment même où cette exposition avait lieu ici à la Bourse de commerce. Je voulais terminer avec une œuvre qui m'est particulièrement chère et qui résume aussi beaucoup de choses de ce que j'ai survolé aujourd'hui. C'est cette photo qui est donc la main du trompettiste Miles Davis, qui a été prise par Irving Penn, le grand photographe, grand portraitiste Irving Penn, en 1986 pour les besoins d'un disque qui s'appelle Tutu, qui est un disque que Miles Davis avait dédié à Desmond Tutu, une figure majeure de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Cette main qui enfonce un piston invisible, le piston de la trompette, et qui témoigne, qui illustre combien la musique est aussi une affaire de corps, et que c'est l'affaire d'un corps qu'il a produit, d'un corps soufflant, d'un corps qui résonne au travers de l'instrument, et qu'au fond, l'instrument n'est qu'un accessoire, l'instrument n'est qu'un véhicule pour l'expression d'un individu, d'une individualité qui s'incarne donc dans la musique et qui s'immortalise surtout dans la musique. Cette photo est vraiment sublime, et je vous propose qu'on se quitte donc en écoutant le Tutu de Miles Davis pour lequel cette photo a été réalisée.